démarrer une nouvelle semaine de vlog et quel plaisir de vous retrouver après le travail et qu'il fasse clair dans ma chambre pour que je puisse filmer à la lumière naturelle et plus à la lumière de ma petite loupiote du plafond, de ma petite loupiote juste ici au-dessus de ma caméra. Ça fait vraiment trop plaisir. Ce week-end, on a changé d'heure et donc maintenant, quand je reviens du travail, il fait clair. Je peux profiter un petit peu de mon balcon, de lire au soleil et de vous tourner ce vlog, ce début de vlog, ces rushs et autres vidéos sous une lumière naturelle. Et franchement ça, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je suis trop contente, franchement ça me fait trop du bien qu'il fasse beau en ce moment au Luxembourg. J'espère que chez vous c'est également le cas parce que moi qui suis extrêmement... je sais pas comment on dit le mot exact, mais dépendante de la météo, j'adore la luminosité, je n'aime pas le gris, le froid, la pluie. Et là, franchement, on est gâtés en ce moment, c'est trop bien. Souhaitons que ça dure. Sinon, parlons bouquin, c'est peut-être plus intéressant que de parler de météo. Oh tiens, j'ai un poil de Yumi sur ma lèvre. Oui, j'ai été lui faire des bisous juste en rentrant, j'ai mis un petit peu de beurre de cacao et puis j'ai fait une attaque de bisous avec Yumi et donc forcément, beurre de cacao plus poil de chat, ça fait pas très bon ménage, mais bon, normalement je pense que... ouais, ça doit aller maintenant. Sinon, écoutez, donc je vous reprends pour... je vous prends tout simplement pour commencer cette nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas trop été choqués par le changement d'heure. Moi, personnellement, ça m'a bien perturbée. On a eu 1 heure en moins pour lire ce week-end. Non, mais on est d'accord que c'est un immense scandale. Non, c'est horrible. Franchement, moi, je vais aller me plaindre. Je sais pas à qui, mais je vais aller me plaindre. Voilà, j'espère que vous, du coup, que ça vous a pas trop perturbé, que vous n'avez pas non plus... voilà, c'est totalement désagréable d'avoir 1 heure en moins de sommeil, donc j'espère que vous l'avez mieux vécu que moi, en tout cas. Non, mais blague à part, ouais, j'ai passé un bon week-end. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Ah, on a filmé une vidéo avec Sophie, elle est venue samedi à la maison pour vous filmer une petite vidéo qui sortira bientôt. Voilà, c'était une aide, comme j'aime à le dire. Et sinon, on n'a pas fait grand-chose, en fait, ce week-end. Non, c'était assez chill. Ouais, c'était sympa. J'ai bien lu, ça faisait plaisir. Je vous avais expliqué d'ailleurs dans le précédent vlog que j'avais lu une bonne partie de ABC contre Poirot ce week-end. Et alors maintenant où j'ouvre ce nouveau vlog, eh bien j'ai terminé ABC contre Poirot. Donc dans ce livre-là, on va suivre donc forcément Hercule Poirot. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas dans un Miss Marple, qui va recevoir en fait une lettre d'un mystérieux ABC qui lui annonce qu'il va tuer quelqu'un dans une ville d'Angleterre, donc il lui cite la ville tel jour. Hercule Poirot sent un petit peu que cette lettre elle est douteuse, et donc il se dit, je retiens toujours dans un coin de ma tête la date et on verra s'il se passe quelque chose. Et effectivement, il se passe quelque chose, quelqu'un va être retrouvé décédé dans la ville le jour annoncé par la lettre que Poirot a reçue, et donc il va commencer à s'intéresser en fait donc à ce meurtre. Et puis ensuite, quand il y a une deuxième lettre qui arrive, qui se vante un petit peu d'avoir réussi à effectuer son meurtre et qui prévient également Poirot qu'il va avoir un second meurtre dans une autre ville qui va être réalisé à telle date, Poirot est en branle-bas de combat et essaye de couper l'herbe sous le pied au meurtrier pour éviter que des innocents décèdent. Malheureusement, voilà... je vais pas vous expliquer la suite de l'histoire trop non plus pour ne pas vous spoiler. Mais voilà, donc il va avoir comme ça une série de meurtres qui va suivre un schéma bien précis parce qu'en fait, les meurtres vont être commis selon un ordre alphabétique, A, B, C, etc. Et les personnes qui sont également tuées, leur nom de famille commence par la même lettre. Donc dans une ville A, on va avoir une personne avec le nom en A qui va être tuée. Dans la ville commençant par B, une personne dont le nom commence par B, etc. Et en plus, à côté de chaque personne qui va être tuée, on va retrouver un ABC, donc qui est un petit catalogue qui reprend tous les horaires de train d'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, on va suivre comme ça cette enquête au fil de ces meurtres. Et donc, Hercule Poirot va mener l'enquête, va interroger les proches des victimes pour pour démasquer plutôt, parce qu'il va pas essayer, il va le faire, pour démasquer le meurtrier. Alors, j'aime bien le pitch. En fait, je trouve que le pitch, ça vend un peu du rêve, ça fait comme un peu une chasse
à l'homme, voilà, pas une chasse au trésor, mais quand même des indices, qui va être la prochaine victime, etc. On est un petit peu dans l'expectative de recevoir une lettre avec des nouvelles consignes, etc. Donc il y a un côté quand même relativement haletant et intéressant à ce pitch, mais dans les faits, moi personnellement, je n'ai pas été vraiment 100% emballée par cette Agatha Christie. C'est pas le meilleur, c'est pas celui que je vais retenir. Ce que j'ai bien aimé, c'est bien évidemment la plume et la construction narrative, hein. C'est vrai qu'Agatha Christie, elle a quand même le don de nous tenir en haleine, d'être assez originale. Et j'ai bien aimé également dans ce roman-là que les chapitres soient assez courts. C'est vrai que dans mes souvenirs ou dans les derniers Agatha Christie que j'ai lus, les chapitres étaient quand même un peu plus longs. Là, ils sont vraiment très courts et donc ça se lit facilement et rapidement. Malgré tout ça, moi j'ai trouvé que c'était vachement long, qu'il y avait énormément de blabla, du blabla parfois un peu pour rien, même si certains chapitres très blabla, on sait que c'est pour que Hercule Poirot arrive à se faire sa petite carte mentale pour démasquer le meurtrier, mais d'autres chapitres c'était vraiment là pour remplir et j'ai trouvé du coup que c'était un petit peu longuet, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins haletant que les autres Hercule Poirot que j'ai lus. J'ai pas trouvé que c'était finalement ouf, hein, le mobile, le meurtrier, voilà, j'ai pas trouvé finalement que cette enquête était, voilà, oufissime. Je l'ai vraiment trouvée, je vais pas dire inintéressante parce que c'est pas vrai, mais ouais, si, quand même inintéressante en fait. Enfin, franchement, je l'ai lu, mais voilà, j'ai pas eu de plaisir en fait vraiment à lire cette enquête. Et encore une fois, j'avais deviné l'identité du coupable. Après, là, pour le coup, honnêtement, ça c'est un peu vu comme le nez au milieu du visage, quoi. Franchement, j'ai trouvé que ça coulait de source, en fait. Après, il y avait bien évidemment... Donc, j'avais trouvé le coupable et le mobile du coupable, qui est hyper obvious pour moi, je trouve. Après, tout un petit peu les intrigues alentour et pourquoi le coupable a fait ça, pourquoi il... Voilà, ça j'avais pas deviné, j'avais juste deviné en gros le pourquoi et l'identité de la personne, mais voilà. Mais bon, voilà, je vous avoue que quand j'ai terminé ce bouquin, j'étais vraiment contente parce que, ouais, je me suis un peu ennuyée et c'est un peu décevant venant d'un Agatha Christie. Après, bon, la nana, elle a quand même écrit plus de 90 bouquins, donc on se doute bien qu'elle ne peut pas tout à chaque... 2, 3, on va recommencer. On se doute bien qu'elle ne peut pas à chaque fois écrire un roman aussi passionnant, haletant que, par exemple, Ils étaient 10 ou Le meurtre de Roger Ackroyd. Oui, c'est clair que forcément, hein, dans une carrière, on a des hauts et des bas, mais bon, voilà, c'était pas une déception, mais c'est pas le meilleur Hercule Poirot et c'est pas celui que je vais recommander et c'est pas celui qui va, voilà, qui va me rester en mémoire comme un roman extrêmement waouh, voilà. Donc voilà donc pour mon avis final sur ABC contre Poirot d'Agatha Christie. Si vous aimez Agatha Christie, si vous aimez Hercule Poirot, franchement, si vous en avez d'autres à lire, lisez les autres. Voilà, je ne vous encourage... Enfin, bien évidemment, je vous encourage à lire ce que vous voulez, quand vous voulez, etc. Mais si vraiment vous hésitiez entre un autre Hercule Poirot et celui-là, sachez que celui-là, il est pas ouf, en tout cas à mes yeux. Hein. Bien évidemment, ça ne reste que mon humble avis. Donc voilà pour ma lecture j'ai bien avancé ce week-end et que j'ai terminé du coup début de semaine. Et puis, après avoir terminé donc ABC contre Poirot, je me suis plongée dans La Ruche de Nicolas Lebel. Donc c'est un livre que j'avais reçu donc en service presse de la part de la maison d'édition, donc les éditions du Masque, sous la demande de Nicolas Lebel qui m'avait gentiment envoyé un message sur Instagram pour me demander si je serais intéressée de recevoir son roman en service presse. Et donc c'était avec un grand oui et beaucoup d'émotions que je lui ai répondu et que donc j'ai reçu ce livre-là il y a quelques semaines. Et donc comme c'est un service presse, forcément j'ai envie de le sortir en fait le plus vite possible pour pouvoir le chroniquer et partager mon avis sur les réseaux. Et donc encore une fois un grand merci à Nicolas Lebel et aux éditions du Masque pour cet envoi. Et franchement, je me régale. D'abord, pour parler un petit peu du bouquin en lui-même, sachez que ce livre, donc La Ruche, ça fait partie d'une saga. Une saga donc avec la détective, inspecteur, je ne sais pas son titre, mais je sais qu'elle s'appelle Yvonne Chen, c'est déjà ça et c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est le 4e tome de la saga donc des Furies,
qui est composé de le gibier, la capture et l'halali. Et en fait, moi je ne les ai pas lus, ces 3 livres-là. J'ai le premier, donc le gibier dans ma palle, que j'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles. Mais je ne l'ai pas lu, et donc je n'ai pas lu la trilogie. Et du coup, dans ce bouquin, ben, c'est un tome 4, donc forcément, on va suivre la détective Yvonne Chen, ou l'inspectrice, ou enfin bref, Yvonne, on va l'appeler Yvonne, ce sera beaucoup plus simple. On la suit, après les 3 premiers tomes, donc forcément, il y a des choses qui se sont passées dans les 3 premiers tomes, qui sont un petit peu expliquées au début de ce roman, donc je sais très bien comment va du coup se terminer la trilogie. Je sais très bien voilà, quels sont un petit peu tous les tenants et aboutissants des livres précédents. On fait également référence à des personnages qui apparaissent dans le premier, deuxième ou troisième tome. Donc voilà, c'est clair que de débarquer en plein milieu de saga, c'est de un petit peu con, parce que du coup quand je vais commencer la saga dès le début, je serai un petit peu spoilée, je saurai déjà ce qui arrive à Yvonne. Bien évidemment, certaines enquêtes aussi, je me doute que ça va me mettre un peu plus la piste à l'oreille pour comprendre un petit peu le dénouement. Donc déjà de 1, et de 2, c'est clair que du coup, je n'ai pas tout le contexte de compréhension. Là, voilà, je suis Yvonne, mais pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle fait ceci, pourquoi elle fait cela, le pourquoi du comment lié à cette personne, c'est clair que je n'ai pas les informations, donc c'est vrai que c'est un petit peu perturbant, mais cela dit, ça reste quand même une information un petit peu annexe, parce que le plus gros de l'histoire, ça n'a rien à voir avec Yvonne, ça a à voir avec totalement autre chose. Elle est juste là pour enquêter, donc voilà. In fine, ça aurait été mieux de lire les 3 premiers tomes avant de me plonger dans la ruche, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Il y a plus grave dans la vie, on est d'accord, hein. Sinon, du coup, de quoi ça parle la ruche? Donc on va commencer le livre avec un SDF et son chien, mais qui n'est pas vraiment son chien, parce qu'il est libre comme lui. Enfin bref, je vous passe les détails, on s'en fiche totalement. Et cette SDF, en fait, va interpeller un monsieur pour lui demander s'il n'a pas un petit peu d'argent pour nourrir le chien qui l'accompagne. Et ce monsieur-là va s'arrêter, va lui donner tout l'argent qu'il a sur lui, donc environ 85 €. Alors qu'on est en Suisse, donc le gars il est pas content, il fait « Ouais, vous n'auriez pas plutôt des francs suisses ?» Bref, encore une fois, un détail. Et puis, le gars, il va se mettre tout nu, voilà. Et il va, donc parmi ses affaires, il va avoir un flingue, il va se diriger vers un restaurant et il va tirer et tuer sur un client qui est dans le restaurant, quoi. Donc il est en pleine rue, il tire à travers la vitrine et il tue un monsieur qui était tranquillement en train de manger avec sa famille dans le restaurant italien. Il y aura également une dame à Strasbourg, cette fois-ci, qui va chercher tout fièrement la robe de mariée de sa fille et qui, quand elle rejoint sa voiture, se fait interpeller par une femme qui lui tire 6 balles dans le corps. Et le point commun également entre ces deux tueries, c'est qu'à chaque fois, aussi bien l'homme qui s'est foutu à poil que la dame qui a tué la maman avec la robe de mariée, ils vont retourner l'arme contre eux et ils vont se suicider. Et donc Yvonne Chen va aller à Genève pour aider la police suisse, parce que forcément il y a eu le lien qui a été fait entre les deux histoires, pour essayer de savoir comment ça se fait que des personnes tuent d'autres personnes alors qu'elles ne les connaissent pas du tout, parce que l'homme qui s'est foutu à poil ne connaissait pas le gars qui l'a tué, et la personne qui a tué la maman avec la robe de mariée n'avait aucun lien non plus entre elles, et venait d'ailleurs de régions différentes. La dame à la robe de mariée, elle habite au Luxembourg, un petit peu de chauvinisme de personnes expatriées dans mon pays d'adoption, voilà, donc elle habite également dans mon pays d'adoption, le Luxembourg, alors que la tueuse, je pense qu'elle venait de Lille. Le gars qui s'est fait tuer à Genève, donc lui pour le coup il est suisse, mais il s'est fait tuer par un gars qui venait de l'autre bout de la France, enfin bref, donc voilà, donc vraiment des personnes venues des 4 coins de la France qui tuent d'autres personnes complètement au hasard entre guillemets. Sauf que bien sûr, vous allez bien vous douter qu'on va découvrir des petits indices qui vont nous mettre sur la piste de c'est pas forcément un hasard que ces personnes ont tué les autres, et surtout également une question qui demeure, c'est pourquoi est-ce qu'elles se suicident juste après. Voilà en gros pour mon résumé fortement détaillé et voilà. Et sinon, j'ai lu, je suis au chapitre 15, à la page 89 sur
tililili, 312. Donc voilà, j'ai lu, je l'ai commencé, hein, j'ai pas des masses avancées. Mais franchement, je suis trop bien dans cette histoire, je suis prise à fond, j'ai été dès les premières pages happée par le récit, happée par l'histoire, happée par tout ce qui se passe et je prends énormément de plaisir à ma lecture. Moi, de Nicolas Lebel, je n'ai lu qu'un livre, c'est celui-ci, L'heure des fous. Et en fait, ce livre-là, ça fait partie d'une autre saga qui met en scène le capitaine Merlich et son équipe. Et en fait, j'avais eu, je vous en avais parlé hein, d'ailleurs dans un vlog de ce livre-là, je vous le mettrai juste ici, s'il y en a un ou deux, je ne sais plus, mais en tout cas je vous les mettrai dans le petit pour que vous puissiez aller voir mon avis détaillé sur ce livre-là. Je trouve que c'est complètement différent. Déjà, dans ce livre-ci, j'avais mis quand même pas mal de temps avant d'entrer dans le bouquin, je pense une bonne 70aine de pages. Si Sophie ne m'avait pas dit de tenir le coup et de continuer, j'aurais abandonné, je pense, ce livre. Ou en tout cas, j'y serais allée vraiment à reculons avant de prendre beaucoup de plaisir parce que j'ai serré les dents, j'ai avancé et finalement, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, malgré le début difficile. Et le début difficile était également dû au capitaine Merlich, en fait, qui a un caractère... il est chelou de ouf. Il a un caractère de merde, hein, clairement. Et j'avais vraiment du mal avec lui et la dynamique de son équipe. Voilà, mais in fine, comme je l'ai dit, j'ai bien fait de serrer les dents parce que l'enquête était extrêmement prenante. J'avais pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Et finalement, Merlich, on s'y attache. Merlich et son équipe, on est un peu triste de les quitter à la fin. Ici... c'est complètement différent. Ce qu'on retrouve, c'est la plume hyper agréable et fluide de Nicolas Lebel et également son humour. Voilà, il a un humour que j'apprécie énormément et je trouve qu'on retrouve en fait l'humour de Nicolas Lebel dans ce livre-là, notamment dans les dialogues des personnages en fait, comment les personnages se comportent, leurs petits tics, leurs petites mimiques. Et parfois les discussions un petit peu, alors je vais pas dire houleuses ou désagréables, mais vous savez quand vous connaissez pas les gens et que vous avez un caractère particulier, parfois vous faites un petit peu des remarques cyniques ou cinglantes ou froides et les personnes forcément qui ne vous connaissent pas réagissent un petit peu bizarrement à votre réaction et j'aime bien en fait un petit peu cette dynamique en fait. Et là Yvonne Chen, on voit qu'elle a un fort caractère, que c'est quelqu'un qui se laisse pas faire, qui doit être aussi un petit peu désagréable, moins chelou que Merlich cela dit, mais quand même un petit peu particulière et désagréable et du coup j'adore en fait de retrouver ça et de retrouver du coup cet humour et ces personnages très haut en couleur, très particuliers que je sais très bien que je vais prendre énormément de plaisir à les suivre à travers le bouquin. Donc voilà, donc c'est vraiment une lecture que j'apprécie beaucoup pour le moment. Voilà, j'aime bien l'histoire, j'aime bien le rythme, j'aime bien les différents... point de vue, voilà, les différentes histoires, enfin pas les différentes histoires mais les différents personnages que l'on y rencontre. Voilà, je suis vraiment bien dedans et même si je n'ai lu que 89 pages pour l'instant, ouais je suis bien dedans, j'ai envie d'y retourner, je trouve ça intéressant, j'aime bien le rythme, c'est intriguant, j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie d'aller lire et d'ailleurs vous savez quoi là, je vais aller me poser sur ma terrasse, je vais aller me servir une petite coupe de champagne, faire Prost, ça veut dire santé, ça veut dire chin-chin, avec mon mari. Et je vais lire quelques pages de ce livre-là. J'ai fortement envie d'avancer. Et donc, du coup, je reviendrai dans le courant de la semaine pour vous donner soit mon avis, enfin un avis intermédiaire, soit mon avis final. On verra, stay tuned. Et à tout de suite, de toute manière, pour la suite. Hein. Allez, à plus tard!
Hello, on est dimanche et je vous retrouve pour la clôture de cette 52e semaine de vlog. Alors j'ai plein de choses à vous... Pardon? Quoi? Qu'est-ce que... Ah, ce que j'ai sur le nez? Ah, bah vous avez l'œil, hein, parce qu'il y a très peu de personnes qui voient que j'ai effectivement quelque chose sur le nez et sur la moitié du visage. Ouais, en fait, je suis défigurée. Clairement, parce qu'en fait, j'ai été courir en forêt et je me suis pris les pieds dans une racine et je me suis lamentablement écrasée sur le sol. Et apparemment, je n'ai aucun instinct de survie parce que je n'ai pas mis mes mains pour me protéger. J'ai quelques égratignures aux mains, mais absolument rien du tout comparé à ma figure. Donc voilà, un air littéraire est plus efficace sur son fauteuil en train de lire que aller courir 5 km, 5 petits kilomètres tout simplement en toute détente en forêt. Voilà, il a fallu vraiment, allez peut-être quoi, 2 secondes d'inattention pour que je me prenne les pieds dans une racine, mais bon. Plus de peur que de mal, effectivement, c'est un petit peu moche à voir, mais je ne me suis rien cassé, je ne me suis absolument rien... Voilà, il y a rien, j'ai juste des égratignures aux genoux, sur l'épaule et un petit peu sur le visage. Alors certes, c'est un petit peu disgracieux, mais je ne me suis vraiment rien cassé. J'aurais pu me péter un œil, le nez, les dents, enfin peu importe, ça aurait pu être bien pire. Donc voilà. Franchement, c'est pas beau, mais au moins, je vais bien, je vous rassure, si en tout cas vous étiez inquiet de voir ma tête comme ça apparaître avec plein d'échymoses, de griffures et de trucs pas du tout très joli, mais bon, voilà, plus de peur que de mal. Et heureusement que je me suis rien cassé parce que un dimanche prochain, dans une semaine, je pars en vacances. Donc comment vous dire que d'avoir réservé 3 semaines à l'autre bout du monde, si je m'étais cassé quelque chose, éclaté un œil, la pommette ou je ne sais quoi, ça aurait été vraiment catastrophique. Donc voilà, vraiment... plus de peur que de mal, donc je m'excuse bien évidemment d'arriver avec cette tête en caméra. Du coup, pour cette fin de vlog et tout le vlog prochain, m'est avis que je vais avoir encore un petit peu des séquelles de ma chute. Donc voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ça pique un petit peu, mais comme je l'ai dit, rien de cassé, rien de grave. Donc voilà, tout va bien. Bon, sinon, parlons de choses intéressantes et pas de mes maladresses en running. Écoutez, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire parce que je ne vous aurais pas repris beaucoup cette semaine parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Déjà, j'ai une amie qui est venue à la maison mercredi, donc on a passé toute l'après-midi ensemble parce que mercredi soir, on allait voir ensemble également un concert. Donc c'est, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé manga Avatar, le dernier maître de l'air, mais en tout cas, ma copine Sophie, qui n'est pas ma copine Sophie de Book Club, qui est une autre copine Sophie, pas non plus ma copine Sophie d'Instagram, enfin bref, j'ai plein de Sophie dans ma vie, c'est ma copine d'université belge, Sophie. On est très fan en fait de Avatar, le dernier maître de l'air, et il y avait au Luxembourg le concert live, donc avec un orchestre qui reprenait toutes les musiques des 3 saisons de Avatar, le dernier maître de l'air, et donc on a été les voir, voir ce concert là, c'était vraiment trop bien. Franchement, si vous êtes fan de la série et que potentiellement, il y a encore des concerts aux alentours de vous, de votre ville, etc. Je vous invite vraiment à aller voir ce concert. C'était vraiment trop bien. C'était hyper émouvant. Moi, le nombre de fois où j'ai les poils qui se sont dressés et les larmes qui me sont montées aux yeux, c'était véritablement incroyable. En plus, je suis vraiment une énorme fan de cette série. Donc, c'était juste magique d'aller voir ce concert live, voilà, autour de cet univers. Bref, parenthèse fermée. Donc, j'ai une amie qui est venue mercredi. Elle m'a rapporté quelques petits livres que je vais vous présenter juste après. Je vais vous expliquer un peu tout ça juste après. Sinon, jeudi, ma copine était encore là, mais moi, je travaillais.
Puis j'avais cours de japonais le soir. Vendredi, bah, j'ai rien fait de spécial. Samedi, donc hier, c'était le salon Le Livre à Metz. Donc c'est un salon littéraire qui se déroule tous les ans, donc à Metz, hein, comme son nom l'indique, sur la place de la République. Et donc j'y suis allée avec mes copines de book club, donc Sophie cette fois-ci, hein, Sophie Book Club du compte Instagram Les Épilogues de So, ma copine Stéphanie et ma copine Sabrina. On y est allé à 4 et c'était vraiment trop bien. Mais je ne vais pas trop vous parler de ce salon dans ce vlog parce que avec Sophie nous avons tourné aujourd'hui même une vidéo spéciale, donc retour de salon, on vous donne notre avis et où on vous présente bien évidemment nos achats. Donc stay tuned pour la vidéo. Si je ne dis pas de bêtises, elle sortira dans normalement dans 3 semaines, un lundi, parce que là comme je vais partir 3 semaines en voyage, bah, je ne vais pas vous poster forcément des vlogs les lundis et donc à chaque fois je vous filme, vous le savez, des petites vidéos pour remplacer les vlogs et donc normalement vous aurez dans 2 semaines une vidéo retour de salon sur Iris Noir Bruxelles et dans 3 semaines une vidéo retour de salon donc pour le salon Le Livre à Metz où à chaque fois on vous donne notre avis, où on vous parle un petit peu du salon et de notre expérience et où on vous fait également un petit book haul. Donc voilà pour les informations. Aujourd'hui donc j'ai été courir hein, et ça ne m'a pas trop réussi comme vous pouvez le voir et nous avons également tourné la vidéo donc avec Sophie. Donc vous étonnez pas si j'ai une tête bizarre sur la vidéo parce que voilà, je l'ai tournée aujourd'hui donc je suis également défigurée sur cette vidéo là. Bref, cicatrices mises à part, la dernière fois que je vous avais pris, je vous avais dit que j'avais commencé La Ruche de Nicolas Lebel, donc qui est le 4e tome de la saga Les Furies. Et j'ai pas beaucoup avancé, hein, comme vous avez pu le comprendre, ma semaine a été quand même relativement chargée. Je suis pour l'instant à la page 117, donc je ne sais plus trop où j'étais la dernière fois que je vous avais pris. Mais bon voilà, j'ai pas des masses avancées, donc je ne pourrais pas trop vous en dire plus. Sur ce livre, tout simplement voilà, j'aime toujours autant, l'intrigue est toujours entière, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire, donc j'ai hâte de continuer. Voilà, je vais pas m'épancher plus là-dessus parce que peut-être que j'ai lu que 20 pages depuis la dernière fois, donc ça sert à rien de faire un bis repetitas de ce que j'ai déjà dit dans le premier rush. Mais voilà, sachez que je suis toujours en train de lire donc La Ruche de Nicolas Lebel. Sinon, j'ai quand même de matière pour parler bouquin un peu plus densément ou en tout cas un petit peu plus de manière un petit peu plus approfondie parce que donc comme je vous l'ai déjà annoncé, ma copine Sophie m'a ramené quelques petits bouquins parce qu'en fait on a toujours une... Attendez, ça sent le brûlé. Je vais aller voir si ma quiche elle est pas en train de cramer parce qu'après m'être cramé la figure, ce serait dommage de cramer ma nourriture également dans le four. Je reviens tout de suite, ne bougez pas. Fausse alerte, ma quiche n'était pas du tout en train de cramer et en plus mon mari veille au grain donc bon voilà. Tout va bien, c'est sans doute j'ai eu un choc peut-être un petit peu plus violent que je ne le pensais à la tête ou alors mes sinus commencent complètement à déconner. Bref, du coup, je vous disais, oui, donc ma copine Sophie m'a ramené des petits bouquins parce qu'en fait on a un peu une petite tradition, en fait, elle quand elle vient chez moi ou moi quand je vais chez elle, à chaque fois on regarde dans les bibliothèques l'une de l'autre et on prend des livres en fait qui nous intéressent mais qu'on n'a pas forcément envie d'acheter pour un petit peu voilà agrandir notre culture littéraire et pour tester des choses, hein, donc par exemple des auteurs, elle m'avait prêté notamment Le Réveil de Murakami parce que j'avais pas j'avais très peur de cet auteur parce que j'avais lu Underground à l'époque et j'avais pas du tout accroché avec le style et donc comme j'aimerais bien lire plus de Murakami, en tout cas m'ouvrir un petit peu plus à ce qu'il a écrit, elle m'avait donc filé une nouvelle qui s'appelle Le Réveil et donc elle me l'avait prêté, etc. Et donc à chaque fois, elle quand elle vient, elle regarde dans ma bibliothèque, elle me prend quelques livres, etc. C'est l'une des rares personnes à qui je prête des livres. Je prête des livres à vraiment très peu de monde. Mon mari, bien évidemment, hein. Et sinon, c'est tout. J'avais tendance avant à prêter mes livres aux gens, mais vu l'état dans lequel ils me les rendaient, j'ai très vite abandonné l'idée. Donc maintenant, je ne prête plus, sauf du coup à ma copine donc d'université, hein, Sophie, à qui donc je prête de temps en temps des livres. Et là, du coup, comme ça faisait 2 fois consécutives qu'elle venait à la maison, la dernière fois, elle m'avait pris des livres, pardon, qu'elle m'a du coup ramené et comme je ne pouvais pas aller voir dans sa bibliothèque ce qu'il y avait de nouveau et ce qu'elle pouvait me conseiller pour lire, elle m'a dit tiens tu veux que je te ramène des bouquins, notamment des bouquins autour de la littérature japonaise parce qu'elle est également très fan du Japon et de la littérature japonaise et donc je lui ai dit écoute fais-moi tes meilleures recommandations de livres japonais et je les lirai avec plaisir et donc elle m'avait ramené une petite sélection pour que je puisse piocher dedans et puis au final ma curiosité et ma soif de découverte m'a
fait prendre tous les livres qu'elle m'a rapportés. À commencer donc par le Pavillon d'or de Mishima. Donc là, c'est dans une très vieille collection folio. Alors je vais vous lire les résumés parce qu'elle m'a pitché tous les bouquins, mais je ne serai plus capable d'expliquer par moi-même ce qu'il y a, donc enfin ce qu'il raconte plutôt, donc je vais vous lire les résumés à chaque fois. Alors donc Yukio Mishima, le Pavillon d'or. Sans rien changer à sa pose parfaitement protocolaire, la femme, tout à coup, ouvrit le col de son kimono. Mon oreille percevait presque le crissement de la soie, frotté par l'envers raide de la ceinture. 2 seins de neige apparurent. Je retins mon souffle. Elle prit dans ses mains l'une des blanches et opulentes mamelles, et je crus voir qu'elle se mettait à la pétrir. L'officier, toujours agenouillé devant sa compagne, tendit la tasse d'un noir profond. Sans prétendre l'avoir, à la lettre, j'eus du moins la sensation nette, comme si cela se fût déroulé sous mes yeux, du lait blanc et tiède giclant dans le thé, dont l'écume verdâtre emplissait la tasse sombre, si apaisant bientôt, en ne laissant plus traîner à la surface que de petites taches de la face tranquille du breuvage troublé par la mousse laiteuse. Alors, je vous avoue que j'ai pas l'air très convaincue comme ça en lisant la quatrième de couverture, pardon, parce qu'en fait, c'est pas du tout l'histoire qu'elle m'a racontée. De ce que je me souviens, en fait, elle me disait que donc le pavillon d'or qu'il y a à Kyoto avait été détruit, avait été incendié par quelqu'un, et en fait il me semble qu'on va être dans la tête de l'incendiaire et comprendre en fait pourquoi il a incendié du coup le pavillon d'or. Donc j'avoue, je suis un petit peu perturbée par le résumé à l'arrière, par la quatrième de couverture, parce que c'est pas du tout l'histoire qu'elle m'a racontée, mais cela dit, ça me prépare un petit peu à la plume, parce que c'est vrai qu'elle m'avait expliqué que c'était un petit peu contemplatif comme livre. Et ben là, clairement, vu la quatrième de couverture, oui, ça m'a l'air contemplatif et écrit de manière quand même relativement inhabituelle, en tout cas pour moi. Mais donc voilà, donc au final, un résumé qui n'a pas du tout de lien avec l'histoire qu'elle m'avait racontée. Mais donc voilà, normalement, on est censé suivre le mec qui a incendié le pavillon d'or et comprendre un petit peu ses motivations et effectivement être dans une réflexion un peu contemplative, mais du coup, contemplative de trop quoi, je ne sais pas. Mais bon, bref, voilà pour ce résumé un petit peu catastrophique du Pavillon d'or de Mishima. J'essaierai peut-être de vous mettre un petit peu plus d'explications ici en dessous pour quand même donner envie et être un petit peu plus, pas crédible, mais voilà, donner un petit peu plus d'informations que quelqu'un qui se prend le lait, qui pétrit et qui met du lait dans du thé vert apparemment. Bon, bref. Anyways, passons au deuxième livre qu'elle me recommande. Donc c'est Yasushi Inoue, le fusil de chasse. Alors là, elle m'a expliqué que c'était en fait 3 personnes qui écrivaient une lettre à un homme. Parce que là, il me semble que la maîtresse de cet homme s'est suicidée, quelque chose comme ça. Enfin bref, je vais plutôt vous lire le résumé. Donc, le fusil de chasse raconte l'histoire d'une liaison entre un homme marié, Josuke, et une jeune femme divorcée, mère d'une grande fille. 3 lettres, 3 récits, à la première personne, forment les 3 faisceaux du drame. Il y a une lettre de la jeune fille qui expose à Josuke qu'elle a lu le journal de sa mère et qu'elle sait comment et pourquoi celle-ci est morte. Voilà, donc c'était bien ça. Il y a la lettre de la femme légitime qui explique pourquoi elle ne le reverra plus. Il y a la lettre de la maîtresse, écrite avant son suicide. Au centre, omniprésent, l'homme solitaire avec son fusil de chasse. De lettre en lettre, se dévoilent au lecteur les différents aspects de cette tragédie. En découvrant le fusil de chasse, Jean Daumerson avait écrit « C'est un chef-d'œuvre, le tout est d'une sobriété et d'une force remarquables, sans aucun éclat de voix, d'une intensité glacée et brûlante à la fois. » Voilà, donc ça me fait un petit peu penser à Lettre d'une inconnue de Zweig. Donc on a cette femme qui est passionnée, qui est vraiment amoureuse plus d'un homme et qui va donc lui écrire cette lettre pour lui expliquer son amour brûlant depuis des années. Ça me fait un petit peu penser à ça dans un contexte du coup un petit peu plus tragique forcément vu que on comprend que la maîtresse de l'homme à qui les lettres sont destinées s'est suicidée et donc on va suivre un petit peu donc ses états d'âme à elle avant son suicide, celle de du coup la fille de cette dame et de l'épouse légitime du coup du monsieur. Ça m'a l'air vraiment intéressant. En plus, le livre est vraiment tout petit, donc ça peut se lire facilement en une après-midi. Je suis très curieuse. Elle m'a dit que c'était vraiment vu qu'elle me le recommande, un chouette livre qu'elle avait beaucoup aimé, donc hâte de le découvrir également.
Ensuite, un petit peu dans le même style pour découvrir la plume d'un auteur, elle m'a pris Shusaku Endo, Le dernier souper et autres nouvelles. Alors, au niveau du résumé, bon là ça va être un peu compliqué, donc quel terrible secret de son passé Tsukada tente-t-il d'oublier ou d'expier en buvant? Comment un prêtre occidental, profondément croyant en apparence et qui convertit les Japonais de son entourage, devient-il un défroqué? Quelle place notre vie laisse-t-elle à la mort? Au cœur d'un Japon tourné vers l'avenir, Shusaku Endo essaye de réconcilier tradition ancestrale et enseignement catholique, péché et obsession du rachat, souffrance et courage. Et donc ça, alors pourquoi elle me l'avait sorti? Je regarde par rapport aux autres livres. Non, ah oui, non, c'était celui-là qu'elle m'avait pris pour celui-là. Voilà, ça j'en parlerai après du coup. En fait, tout simplement, elle m'avait pris du coup ce livre pour que je m'habitue à la plume de Shusaku Endo. Et elle m'avait dit, forcément, hein, les meilleurs moyens de voir si une plume peut nous plaire et à l'univers d'un auteur, c'est de passer par les folios à 2 € qui sont maintenant à 3 €. Et ça, je vous en avais déjà parlé énormément dans des précédents vlogs. Je vous avais déjà présenté dans des book hauls des romans donc folios à 2 € ou 3 € maintenant que j'achète pour découvrir la plume d'un auteur. Donc je vous avais déjà parlé d'auteurs japonais d'ailleurs que j'avais acheté lors de mon séjour à Paris avec Sophie, mais cette fois-ci ma Sophie Book Club et non pas ma Sophie copine d'université. Et sinon pour les folios, attendez, j'ai mon nez qui coule, je reviens. Voilà, désolée, décidément c'est un vlog rempli de grâce, de beauté et d'élégance, n'est-ce pas? Oui, donc je disais, je vous ai déjà énormément parlé des folios à 2 ou 3 € que personnellement moi j'achète pour découvrir la plume et l'univers d'un auteur. Et donc forcément ma copine Sophie m'a également rapporté quelques folios pour découvrir la plume d'un auteur. Ensuite, donc un autre folio qu'elle m'a ramené, c'est donc un folio pour de l'auteur Yukio Mishima, donc Dojoji et autres nouvelles. Et ça en fait elle me l'avait rapporté. Voilà, pour éviter que je me plonge directement dans le pavillon d'or, donc elle m'avait dit, comme c'est une plume assez contemplative et assez spéciale, elle doute que je vais apprécier parce qu'elle connaît quand même très fortement mes goûts. Du coup, elle m'a dit, peut-être avant de commencer le pavillon d'or, commence peut-être par des nouvelles pour te faire au style, pour te faire à l'univers, à sa formulation un petit peu spéciale. Et pour, si jamais vraiment ça ne te plaît pas, à ce moment-là, ne te plonge pas dans le pavillon d'or, quoi. Donc du coup, voilà, elle m'a donné un petit peu ce livre pour essayer de tester et voir si ça me plaît. Du coup, de quoi est composé ce recueil de nouvelles? De l'univers des geishas au rite sacrificiel des samouraïs, de la cérémonie du thé à la boutique d'un antiquaire, Mishima explore toutes les facettes d'un Japon mythique entre légende et tradition. D'une nouvelle à l'autre, les situations tendrement ironiques côtoient les drames les plus tragiques. Que ce soit la jolie danseuse qui remet du rouge à lèvres après avoir renoncé à se défigurer avec l'acide en souvenir de son amant, Masako, désespérée qui voit son rêve le plus cher lui échapper, ou l'épouse qui se saisit du poignard avec lequel son mari vient de se transpercer la gorge. Quelques textes étonnants pour découvrir toute la diversité et l'originalité du grand écrivain japonais. Écoutez, c'est parfait, voilà, pour découvrir un petit peu l'univers et la plume de cet auteur. En plus, elle m'avait dit qu'il y avait une courte nouvelle qui l'avait fortement marquée. C'est justement celle, je pense, du coup, de l'épouse qui se saisit du poignard avec lequel son mari vient de se transpercer la gorge. Parce que apparemment, il y a la description d'un seppuku. Je pense que ça se prononce comme ça. Si je dis pas de bêtises, j'avoue que j'ai un petit peu... Je vous avoue que j'ai un petit peu mal à la tête, les douleurs commencent un petit peu à se réveiller, donc j'ai un peu du mal à trouver mon vocabulaire et je m'en excuse. Mais donc il y a la description d'un seppuku, donc qui est ce sacrifice, enfin ce suicide que font les samouraïs parfois quand leur honneur... Voilà, quand ils ont manqué de respect à leur chef ou pour l'honneur, enfin bref, etc. Ce sacrifice donc rituel des samouraïs. Donc voilà, hâte de découvrir du coup ce recueil de nouvelles. Et du coup, si ça me plaît, forcément je me pencherai là-dedans. Et enfin, le dernier livre qu'elle m'a conseillé, c'est un livre donc de Nakamura, non pas Aya, mais Nakamura Fuminori, voilà, pour la petite boutade, Pickpocket.
Voilà, alors de quoi ça parle? Il se faufile dans la foule de Tokyo, choisissant soigneusement ses cibles pour ne dévaliser que les plus riches, dérobant les portefeuilles si délicatement que parfois il ne se souvient même pas de l'avoir fait. C'est un homme solitaire, sans attache, comme sans illusion. Jusqu'au jour où il rencontre un enfant et un chef yakuza qui le prend au piège d'un jeu dangereux et pervers. Le pickpocket va devoir faire appel à toutes les ressources de son art pour sauver sa vie, son destin et peut-être même son âme. Un thriller élégant et mélancolique qui a reçu le prix Kenzaburo Oe et le prix Zoom Japon. Une balade noire à l'intérieur de la conscience d'un voleur fascinante jusqu'à la dernière ligne. Là, du coup, je pense que à la lecture de cette 4e de couverture, vous savez très bien pourquoi Sophie me l'a recommandé. Tout simplement parce que c'est un thriller. Et donc, du coup, comme elle sait que c'est mon genre préféré, elle ne pouvait pas passer à côté de la recommandation d'un thriller japonais. Et moi qui, justement, ai envie de pousser un petit peu plus ma découverte et en tout cas d'assouvir ma curiosité de littérature noire japonaise, je suis véritablement contente qu'elle m'ait mis ce livre-là donc dans ses recommandations. Donc ça me fait du coup 1, 2, 3, 4, 5 livres qui rejoignent donc ma pile à lire que j'ai hâte de découvrir. Vraiment, s'il y en a 2 que je dois retenir, je pense que ce seraient ces 2-ci. Voilà, donc Pickpocket et le fusil de chasse. Et également le Yukio Mishima pour la nouvelle du coup liée au sacrifice rituel des samouraïs au seppuku. Voilà, donc voilà en tout cas pour les petits livres que ma copine m'a gentiment ramenés sous ces très très bonnes recommandations éclairées. Et voilà, c'est sur ces 5 recommandations japonaises que je clôture ce 52e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et pour peut-être également vous aussi me faire des petites recommandations livresques d'auteurs ou de littérature japonaise. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, bien évidemment, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!